Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Noté pour vous en images qui va retracer l'actualité des marchés financiers de cette semaine. Cette semaine, 3 thèmes sont à l'actualité pour notre Noté pour vous en images. Le premier concerne la consultation de l'autorité des marchés financiers sur la réforme de sa doctrine en matière de fonds cotés. Le deuxième concerne, lui, les banques systémiques et la proposition de réforme de sa méthodologie en matière de banque systémique par le comité de Bâle. Et la troisième concerne l'information extra-financière. Concernant les fonds cotés, l'autorité des marchés financiers a publié cette semaine un document de consultation afin de proposer des modifications dans sa doctrine concernant tout l'encadrement relatif à ces ETF, car la France est le 3e pays de domiciliation des ETF dans le monde. Donc c'est un sujet d'importance pour notre autorité. L'autorité des marchés financiers va étudier une réforme de sa doctrine via 3 thèmes. Le premier concerne l'insertion d'une mention relative au rachat en nature des ETF dans certaines situations et sur le marché primaire et évidemment pas en cas de liquidation. La deuxième proposition concerne l'insertion d'une partie 7 dans le guide de suivi des OPC, donc le document, la position recommandation 2011-25 de l'autorité des marchés financiers. Et dans cette partie 7 serait insérée la possibilité de mettre en place un plan d'action lorsque le poids des sous-jacents suspendus atteint plus de 10% de l'indice suivi. La troisième proposition concerne la possibilité pour les ETF de mettre en place un plan de continuité des activités, donc un fameux PCA, pour les ETF à partir du moment où a été engagée une des techniques de gestion efficace du portefeuille en cas de défaut d'une ou plusieurs contreparties. Alors là, ce n'est pas le plan d'action qu'on a vu dans la deuxième proposition, c'est vraiment un plan de continuité des activités, donc quelque chose qui se passe quand il y a un réel défaut. Alors on n'est pas évidemment en liquidation, mais il y a un défaut d'une contrepartie qui génère cette nécessité d'avoir prévu tout un système pour pouvoir assurer la continuité des activités du fonds. Le deuxième point qui me semble important de traiter cette semaine concerne la consultation du comité de Bâle qui a été publié le 30 mars sur une réforme de sa méthodologie d'identification des banques systémiques. Je vous rappelle que cette méthodologie avait été publiée en juillet 2013 après de longues discussions puisqu'on avait eu un document de discussion, puis un document de consultation et enfin la fameuse méthodologie sur laquelle les autorités s'appuient depuis donc 2013. Avec le recul, le comité de Bâle a proposé certaines modifications de cette méthodologie afin de la rendre plus cohérente avec ce qui se passe sur les marchés et surtout ce qui se passe au sein des groupes bancaires. Le premier point qui est important dans ce document de consultation, c'est la proposition d'expansion du périmètre de consolidation pour inclure les filiales d'assurance. Alors c'est un point qui touche plus particulièrement la France puisque son secteur dit de banque assurance est l'un des plus importants, notamment évidemment en Europe. La deuxième proposition concerne, elle, l'inclusion des dérivés dans les calculs pour savoir si une banque est systémique ou pas, alors que tout le poids des dérivés avait été éludé, que ce soit à l'actif ou au passif. Là, la proposition du comité de Bâle, c'est de le remettre à l'actif comme au passif. Le troisième point concerne la catégorie la catégorie substituabilité. Dans cette catégorie, nous avions donc plusieurs éléments, plusieurs sous-catégories. Et la dernière sous-catégorie qui concernait l'activité de placement, en fait, va être divisée en deux, puisqu'elle ne va avoir qu'une pondération de 3,33% alors qu'elle était à 6,67%. Et le reste, les 3,33% de pondération, vont être affectés à un indicateur de volume de négociation. C'est donc une nouveauté pour pouvoir mieux appréhender l'activité des grandes banques systémiques avec cette proposition
de ce nouveau facteur qui est introduit dans cette catégorie de la substituabilité. Et je prends le risque. Le quatrième point peut paraître formel, mais il est très important pour les banques et surtout pour la gestion de tout ce qui concerne l'information réglementée, c'est d'assurer un meilleur alignement entre les obligations d'information liées au pilier 3 de Bâle 3, et donc qu'on retrouve évidemment nous dans la CRD 4 et le CRR, et d'aligner toutes les exigences requises en matière d'identification d'une banque systémique avec le timing de ce qui est exigé en matière d'information réglementée sur les fonds propres. Ça permettrait en fait aux banques d'avoir une diffusion d'informations dans un même temps sur des informations qui sont aussi capitales les unes que les autres. Le dernier élément dont je voulais vous parler concerne une proposition de modification du comité, mais qu'il a mis à part, qu'il n'a pas mis avec les autres modifications dont je viens vous parler. Et sur cette proposition, le comité tâte vraiment le terrain et veut avoir l'avis des acteurs de marché. Cette proposition, c'est l'introduction d'un nouveau facteur qui concernerait le financement wholesale à court terme. Là-dessus, le comité estime que ça pourrait être un élément important, mais il ne le met pas quand même dans un document où ce serait déjà intégré. Voilà, il n'y a pas de proposition concrète de rédaction, mais une perche est lancée aux acteurs de marché pour savoir si ce facteur-là serait un facteur déterminant et un facteur clé pour déterminer si une banque est systémique ou pas. Le deuxième élément que je souhaitais voir avec vous cette semaine concerne l'information extra-financière. Alors non, je ne suis pas hors sujet, cette information concerne bien les marchés financiers. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que la loi du 27 mars 2017 va viser essentiellement les grands corporates et les grandes banques pour la nouvelle obligation qui va être mise à la charge, une obligation de vigilance. Tout d'abord, il est important de noter pour nous, Français, que cette loi du 27 mars 2017 est vraiment dans la continuité de tout ce qui a été fait en matière d'information extra-financière depuis la loi NRE de 2001. On a eu plusieurs strates, plusieurs couches qui se sont amoncelées. Et après la loi NRE, la loi Grenelle et le Grenelle 2 ont été aussi des éléments importants en matière d'information extra-financière. Néanmoins, ces lois, Grenelle et Grenelle 2, n'avaient pas les textes d'application efficaces, selon le législateur d'aujourd'hui, pour mettre en place réellement cette information extra-financière. Donc, l'explication est là pour cette nouvelle loi relative à ce sujet. D'autre part, il est important de noter que dans le même temps, nous avons encore, je vous en ai parlé, les travaux de transposition de la directive, donc cette fois au niveau européen RSE, qui va là aussi modifier ce qui avait été mis en place par les lois Grenelle 1 et Grenelle 2 sur les seuils notamment d'application de l'information extra-financière dans le rapport du président. La loi du 27 mars 2017 impose aux grandes sociétés de mettre en place un plan de vigilance à visée perspective. Alors, qu'est-ce que ce plan de vigilance et qui est visé? Les entités qui sont assujetties à ce nouveau dispositif sont les sociétés françaises qui ont plus de 5000 salariés dans leur société, donc dans leur groupe, puisque sont incluses les filiales directes et indirectes. Et ce, pendant au moins 2 exercices consécutifs. Pour les sociétés étrangères, à savoir les sociétés qui n'ont pas leur siège social établi en France, ce ne sont pas 5000 salariés qui sont exigés, mais 10 000 salariés pour pouvoir les assujettir à cette obligation de plan de vigilance. Quel est l'objectif de ce plan de vigilance? En fait, c'est d'identifier les risques qui sont pris par les grands groupes de sociétés et de prévenir les atteintes graves à l'encontre des droits humains, de l'environnement et des libertés fondamentales. Pour le législateur, ce plan de vigilance doit évidemment être construit de manière pragmatique. Il est à noter que si la sanction de 10 millions d'euros qui était prévue par la loi a été déclarée non conforme par le Conseil constitutionnel, il n'en reste pas moins que cette obligation de plan de vigilance en cas de manquement pourra être sanctionnée via
la voie de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle classique et pourra du coup réparer l'entier préjudice qui a été subi par la personne qui s'en prévaut. Ces mesures seront applicables à compter de la publication du rapport du président pour le premier exercice qui va suivre la publication de cette loi. Voilà pour les quelques informations qui me semblaient importantes à développer cette semaine. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Au revoir.